Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur i24 News et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission reportage. On les appelle les jeunes des collines, adolescents ou très jeunes adultes. Ils sont religieux, anarchistes, animés par des théories messianiques d'extrême droite, des fanatiques qui n'acceptent pas l'État d'Israël tel qu'il est. Actes racistes, actes de vandalisme depuis des années. Ils s'en prennent régulièrement à leurs voisins palestiniens, mais pas seulement. Leurs actions violentes contre l'armée israélienne sont fréquentes. Leur but, provoquer une guerre, faire tomber l'État démocratique et instaurer un royaume. Et depuis plusieurs mois, ils sont revenus au cœur de l'actualité suite à des crimes dont ils sont soupçonnés d'être les auteurs. L'incendie d'une école mixte de Jérusalem, de l'église de la multiplication et plus récemment, l'incendie de Douma où on trouvait la mort de parents et leur bébé de 18 mois. Qui sont-ils? Pourquoi ce groupe de jeunes que rien n'arrête n'est toujours pas démantelé? Enquête au cœur de la mouvance radicale juive, les jeunes des collines, les nouveaux terroristes juifs. C'est un reportage d'Igal Mosco pour Arutz Time. Une petite délégation est arrivée à Kfar Douma afin de présenter ses condoléances. Parmi ses membres, quelques activistes du mouvement pour la paix, un ultra-orthodoxe de Beth Shemesh, ainsi que quelques résidents d'implantations portant la kippa. Après s'être rendus à la tente de condoléances et avoir prononcé les paroles de circonstance, ils sont allés dans la maison de la famille d'Awabche et ont écouté le récit en détail de l'horreur. Lorsqu'il est arrivé, il a vu des gens qui se tenaient debout au-dessus des têtes de Saïd et Riyam. Au nez et à la barbe de tous, il s'est développé ici une secte dangereuse et radicale. Des fils de Satan, des assassins. Selon les propres estimations et celles du Shabak, les services de sécurité intérieure israéliens, il serait aujourd'hui près de 1500. Mes amis et moi-même, nous luttons contre eux depuis déjà plus de 15 ans. Et comme je l'ai dit à mes amis, dès qu'ils ont commencé à déraciner des oliviers, nous savions que, comme on disait autrefois, là où l'on brûle des livres, on brûlera des hommes un jour. Là où on brûle des vergers, on brûlera un jour des hommes. C'est fait. Fils de Satan, jeunes des collines, mauvaises graines, nous sommes allés à leur rencontre sur des terres sauvages. Un voyage éclair entre les collines sur lesquelles se développe sans être inquiété le poison du radicalisme juif. Nous avons commencé par le désert. À l'est de l'implantation de Korav HaShahar, nous avons rencontré ceux que l'on surnomme Abaladim. Baladim, c'est une sorte d'implantation sauvage qui en fait de style tout à fait bédouin, des gens qui sont même à l'opposé de la conception ancienne des implantations sauvages et qui ne tentent même pas de s'enraciner dans un lieu. Un jour ils sont ici, demain ils sont ailleurs. C'est également une façon de rendre dingue l'administration civile, car dès qu'ils changent de lieu, il faut reprendre toutes les procédures à zéro. Ces mecs, ce qu'ils ont en tête, c'est de revenir à un mode de vie de l'époque biblique. Quoi, ce terrain est à toi? Tu as les documents? Oui. Tu veux filmer, fais ce que tu veux. Moi, je te conseille, il y a des petits jeunes ici, chauds et nerveux. Tu veux filmer, moi, je prends pas la responsabilité. Quoi, tu me menaces? Je ne te menace pas, je t'informe simplement. Sache qu'il y a ici des petits jeunes combatifs et qui n'aiment pas les journalistes. Et si tu veux filmer, moi, sache-le. Tu dois connaître la réalité. Moi, je te menace pas. Ok. Inon Rouveni, le principal accusé de l'incendie de l'église de la multiplication, a vécu un temps parmi les Baladim. Inon Reouvni vient d'Ofakim. Pour une quelconque raison, familiale ou autre, il en est parti, il s'est mis à errer d'une colline à l'autre. C'est le profil classique en fait du nouveau noyau. Un jeune qui commence par un acte de violence mineure, qui s'installe sur une colline ou sur une autre, qui se met à arracher des arbres et à jeter des pierres. Il voit qu'il ne se fait pas attraper et devient un peu plus sûr de lui. Ils ne sont pas là pour se construire une maison. Ils viennent ici pour 1 mois ou 2, puis s'en vont ailleurs. Vous pouvez partir? Tu veux qu'on parte? Oui, dégagez. Jusqu'à récemment, on les appelait Tag Merir, le prix à payer. Ce phénomène a débuté il y a près de 7 ans contre des véhicules de Tsahal ou contre des biens palestiniens. Leur but était d'empêcher le gouvernement de détruire les habitations des implantations sauvages. Une enquête de l'Institut Molad a révélé le soutien apporté par le comité des résidents juifs de Samarie à une partie de ces actions. Comme semble le prouver cette publication qui vante le fait de mettre le feu à des champs palestiniens. Le comité des résidents juifs de Samarie inclut en fait un grand nombre de personnes représentant les implantations, chacune ayant plusieurs délégués. On arrive à plusieurs centaines de représentants. Il est possible qu'un jour quelqu'un ait publié ceci. Il est même possible que cela ait été publié avec notre logo. Nous n'avons jamais encouragé ces actions. Vous n'entendrez jamais le comité appeler à incendier les champs et encore moins à porter atteinte aux soldats.
Après quelques années, les graffitis de Tag Mehir ont commencé à apparaître également sur des églises et des mosquées incendiées. Les démons se sont réveillés et personne n'est capable de les chasser. Ils n'écoutent personne, ni leurs propres parents, ni bien évidemment les dirigeants des implantations classiques, qu'ils considèrent aussi comme étant l'ennemi. Et ils n'écoutent aucun rabbin. Il croit en 3 ou 4 principes. 1. Restaurer le royaume d'Israël des temps bibliques, c'est-à-dire le royaume de David et de Salomon, et que ce royaume d'Israël soit institué sur toute la terre d'Israël dans son intégralité. 2. Reconstruire le temple, et cela bien sûr, il n'est même pas besoin de le préciser, à son emplacement naturel et originel. 3. Se débarrasser ou éliminer tous les adorateurs d'idoles. Pour eux, ce sont bien sûr les musulmans, les chrétiens et tous ceux qui n'adorent pas le Dieu des Juifs. Nous nous trouvons à Geulat Zion, une implantation sauvage constituée de 2 implantations qui ont été détruites lundi par l'administration civile et d'une grotte. Parmi les livres pieux et les écrits trouvés ici, nous avons découvert le livre du rabbin Meir Kahana et un texte sur la sainteté de la terre d'Israël dont émanerait la présence divine. Ils pensent que l'État d'Israël a un certain nombre de points faibles et qu'il suffit de les cibler pour provoquer son effondrement et le remplacer par la royauté. L'un d'entre eux est le fait de porter atteinte aux Arabes, ce qui provoquerait un isolement au plan international. L'autre étant de prendre pour cible le mont du Temple, ce qui provoquerait une guerre avec le monde arabe. Ils voudraient qu'une grande guerre éclate ici, que tout soit détruit, pensant que de cette façon, eux, c'est-à-dire le pouvoir réel, religieux et messianique, finiront par remporter la victoire. Ce qui veut dire que la guerre externe contre les Arabes finira par faire éclater une guerre civile et que de nombreux Juifs se joindront à eux pour faire tomber le système démocratique ? Exactement. À partir du moment où leur idéologie est religieuse et messianique, à un commandement divin, rien ne les arrête. Et ça rappelle, toute proportion gardée, j'insiste bien, toute proportion gardée, l'action de Daesh ou du Hamas. Ces nouveaux extrémistes ont pour la plupart entre 16 et 20 ans, errant en Cisjordanie, trouvant toujours un lit de fortune dans l'une ou l'autre des implantations sauvages autour de la vallée de Shiloh. Aucune de ces implantations n'est légale, pourtant l'État finit par leur construire des routes et par les relier à l'eau et à l'électricité. De fait, ces nouveaux anarchistes trouvent leur place dans une région où règne une anarchie institutionnalisée. Un exemple d'implantation sauvage, Adei-Ad, qui existe depuis déjà 17 ans. Partout des signes de négligence et d'abandon, les résidents établis depuis longtemps ne connaissent pas forcément tous ces jeunes de passage ici seulement pour quelques semaines. Que pensez-vous du fait que des Juifs soient devenus semblables à des terroristes arabes ? La police et l'armée devraient beaucoup mieux défendre les Juifs, afin qu'ils n'aient pas besoin d'en arriver à une telle situation. Voilà ce que je pense. Mais s'ils ne vous défendaient pas, vous ne pourriez pas vivre ici. Je suis persuadée que si je peux vivre ici, et c'est grâce à ces jeunes, qui eux sortent se battre quand les Arabes nous tombent dessus. Les jeunes de Tag Mehir ? Le prix à payer ? Je ne sais pas si c'est le prix à payer, mais en tout cas c'est le prix de la défense. Zakaria Saada est l'homme de terrain de l'organisation Rabbins pour les droits de l'homme. Les Palestiniens le tiennent au courant après chaque action des extrémistes juifs. Cette semaine, Zakaria a subi les attaques du porte-parole du Hamas à cause de cette photo. Il protège une policière israélienne paniquée. Cela est arrivé un jour de Shabbat lors d'un nouvel affrontement violent entre les habitants de l'implantation d'Esh Kodesh et ceux de Kfar Kousra. La dernière fois que Zakaria Saada a sauvé des Juifs d'un lynchage, c'était il y a 1 an. Des jeunes du prix à payer étaient descendus de Esh Kodesh pour mener une action et ont été attrapés par des habitants de Kfar Kousra. Le meneur du groupe juif était Meir Ettinger. Meir Ettinger, petit-fils du rabbin Kahana, par la suite arrêté et accusé d'être à la tête d'une organisation terroriste. Dites, regrettez-vous d'avoir sauvé Ettinger d'un lynchage ? Je ne le regrette pas, et je le ferai de nouveau. Mais l'État d'Israël, le gouvernement et l'armée vont bien regretter qu'il ait été libre tout ce temps.
jusqu'à récemment. Nous nous trouvons au sud de Naplouse, au pied de l'implantation sauvage Givat Ronen. C'est là qu'habitait Ettinger, ce jeune homme de 23 ans qui avait réuni autour de ses idées des jeunes à la dérive, jusqu'à ce qu'il soit interdit de séjour dans la région par décret administratif. À Givat Ronen, le heurt constant avec les villages avoisinants qui se plaignent qu'on leur enlève leurs terres attire toujours les extrémistes. C'est une maison palestinienne. Elle a été construite avant l'installation des implantations sauvages dans cette région. Les colons de Givat Ronen débarquent, incendient, arrachent les pylônes électriques, effraient les gens. La maison est abandonnée car ses propriétaires ont peur de l'occuper. Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous descendu? Pourquoi on est descendu? À vrai dire, cet endroit est un peu problématique. Au moindre heurt entre eux, on réagit. Voilà pourquoi. Depuis que le bébé a été brûlé vif à Kfar Douma, les rabbins des implantations voisines, Koravacharar, Shiloh, Shfutrarel et Keidar, ont publié une lettre de condoléances dans laquelle ils ont exprimé le bouleversement que leur avait causé cet assassinat. La plupart des rabbins s'expriment contre cet acte, mais cela leur a pris beaucoup de temps. Contre Tag Mehir, prix à payer. Certains les considéraient comme une bande de pieds nickelés, vous voyez le genre. Ils débarquent, enfin quoi, on peut les comprendre, des juifs sont tués constamment au cours du conflit israélo-palestinien. Alors eux, ils brûlent des vergers, lancent des pierres. Ok, bon, c'est minime, mais nous savions que ce n'était pas cela. Nous savions qu'il y avait une idéologie radicale derrière, que la plupart des Israéliens ne peuvent même pas imaginer. Il faut bien comprendre que c'est le plus grand, le plus grave des dangers, non seulement pour la démocratie israélienne, mais pour tout le Moyen-Orient, parce qu'ils souhaitent l'embraser. Je connais les écrits de ces gens-là, les choses les plus graves qui sont censées arriver, ils sont déjà mentionnés. Le futur terrible qu'ils appellent de leur vœu et que nous craignons, il est déjà inscrit dans ces textes. Que peut-il arriver de pire que ça? Faire une descente sur un des villages et y commettre un massacre, comme le firent les fils de Jacob à Sichem, on n'en est pas loin. C'est un des idéaux qu'ils cultivent. Et vous l'avez entendu, plusieurs jeunes appartenant à ce mouvement extrémiste ont été inculpés pour leurs actes criminels. Pour compléter ce reportage, je vous propose de faire le point sur l'affaire de l'incendie de Douma. Regardez. 31 juillet 2015, un incendie fait la une de l'actualité. À Douma, un village de Cisjordanie, la maison de la famille palestinienne d'Awabché prend feu en pleine nuit, visée par un cocktail Molotov. Le bébé de 18 mois est brûlé vif, meurt sur le coup. Et après plusieurs jours de lutte à l'hôpital, la mère, le père décèdent également. Leur fils de 4 ans est, lui, gravement blessé. Je viens juste de parler au président Abou Mazen, juste avant de rentrer à l'hôpital, et je lui ai exprimé ma fière détermination à trouver le coupable et à rendre justice. Nous devons engager une lutte commune contre le terrorisme et l'extrémisme. Les inscriptions en hébreu « Vengeance » et « Longue vie au Messie » découvertes près du lieu de l'incendie conduisent rapidement les services de sécurité intérieure israéliens sur la piste de la mouvance juive radicale. L'enquête durera des mois. Plusieurs jeunes Israéliens soupçonnés d'appartenir à un groupe d'extrémistes seront arrêtés, interrogés, placés en garde à vue et, fait exceptionnel, placés en détention administrative. Il aura fallu près de 6 mois pour que 2 Israéliens soient formellement inculpés pour meurtre et complicité de meurtre. Le 3 janvier dernier, des sifflets et des cris accueillent les voitures des gardes pénitentiaires. À l'intérieur du tribunal, le principal accusé, Amiram Ben Oliel. Il vient de recevoir son acte d'inculpation de la Cour de justice de Lod. Accusé de meurtre, de planification de meurtre et d'être membre d'une organisation terroriste. À l'extérieur du tribunal, ses amis, eux, continuent d'être dans le déni. Je ne pense pas qu'il l'ait fait. Selon l'acte d'inculpation, il aurait fait ça tout seul. Brûler 2 maisons et écrire des graffitis, personne ne peut le faire tout seul. Surtout qu'il l'a avoué après avoir été torturé. Il n'y a aucune organisation terroriste. Il y a des gens qui ont une idéologie particulière, qui ont commis certains actes, mais il n'y a pas de réseau clandestin. Une version infirmée en bloc par le procureur de Tel Aviv qui a délivré un 2e acte d'inculpation contre un mineur. Voici ce que ce dernier disait à visage découvert il y a un an. Leur avocat lui rejette la version des faits avancée par la Cour et les services secrets intérieurs israéliens, le Shabak.
L'incendie qui a coûté la vie à une famille n'est même pas cité. C'est plutôt la manière dont les accusés ont avoué qui est commentée. Le Shabak a mené les débats à huis clos. Ils ne veulent pas que les tortures soient révélées. Ils ne veulent pas que leur maltraitance soit révélée. Ils ne veulent pas que nos accusations à leurs encontres soient entendues. Ils ne veulent pas que la vérité soit révélée. Pour son épouse, Amiran Ben-Olian est innocent. Elle conteste, elle aussi, toutes les preuves avancées par la Cour. Le procès devrait s'ouvrir dans les prochaines semaines. Et pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes seulement avec une interview de Menahem Landau, ancien responsable des services secrets intérieurs israéliens. Il a été le premier à parler de terrorisme juif. Nous rejoindrons également Denis Charbit, professeur en sciences politiques à l'université de Ra'anana. Restez avec nous, reportage la suite pour aller plus loin, c'est dans quelques instants. Mais tout de suite, un nouveau point sur l'actualité. Et l'on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission Reportage pour aller plus loin. Nous sommes devant l'université de Ra'anana, en banlieue de Tel Aviv. Nous allons retrouver dans quelques instants le professeur de sciences politiques Denis Charbit pour décrypter ce film, pour évoquer ces jeunes des collines. Mais tout de suite, je vous propose de revoir les temps forts de ce reportage. Au nez et à la barbe de tous, il s'est développé ici une secte dangereuse et radicale. Des fils de Satan, des assassins. Selon les propres estimations et celles du Shabak, les services de sécurité intérieure israéliens, il serait aujourd'hui près de 1500. Mes amis et moi-même, nous luttons contre eux depuis déjà plus de 15 ans. Et comme je l'ai dit à mes amis, dès qu'ils ont commencé à déraciner des oliviers, nous savions que, comme on disait autrefois, là où l'on brûle des livres, on brûlera des hommes un jour. Là où on brûle des vergers, on brûlera un jour des hommes. C'est fait. Quoi, ce terrain est à toi? Tu as les documents? Oui. Tu veux filmer, fais ce que tu veux. Moi, je te conseille, il y a des petits jeunes ici, chauds et nerveux. Tu veux filmer, moi, je prends pas la responsabilité. Quoi, tu me menaces? Je ne te menace pas, je t'informe simplement. Sache qu'il y a ici des petits jeunes combatifs et qui n'aiment pas les journalistes. Et si tu veux filmer, moi, sache-le. Tu dois connaître la réalité. Moi, je te menace pas. Inon Rouveni, le principal accusé de l'incendie de l'église de la multiplication, a vécu un temps parmi les baladim. C'est le profil classique en fait du nouveau noyau. Un jeune qui commence par un acte de violence mineure, qui s'installe sur une colline ou sur une autre, qui se met à arracher des arbres et à jeter des pierres. Il voit qu'il ne se fait pas attraper et devient un peu plus sûr de lui. Il voudrait qu'une grande guerre éclate ici, que tout soit détruit, pensant que de cette façon, eux, c'est-à-dire le pouvoir réel, religieux et messianique, finiront par remporter la victoire. À partir du moment où leur idéologie est religieuse et messianique, à un commandement divin, rien ne les arrête. Et ça rappelle, toute proportion gardée, j'insiste bien, toute proportion gardée, l'action de Daesh ou du Hamas. Que pensez-vous du fait que des juifs soient devenus semblables à des terroristes arabes? La police et l'armée devraient beaucoup mieux défendre les juifs, afin qu'ils n'aient pas besoin d'en arriver à une telle situation. Voilà ce que je pense. Mais s'ils ne vous défendaient pas, vous ne pourriez pas vivre ici. Je suis persuadée que si je peux vivre ici, et c'est grâce à ces jeunes, qui, eux, sortent se battre quand les Arabes nous tombent dessus. Nous sommes donc avec Denis Charbit, professeur de sciences politiques. Denis Charbit, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de nous accueillir au sein de l'université. On va donc ensemble décrypter ce reportage, évoquer ces jeunes des collines, des jeunes qui font la une de l'actualité depuis plusieurs semaines en Israël. Et tout récemment, cette vidéo qui est devenue virale, qui a indigné la classe politique israélienne, mais également l'opinion publique. On va en parler ensemble, mais tout de suite, je vous propose de la regarder. Fin décembre dernier, une vidéo diffusée sur la chaîne israélienne Arutz 10 provoque l'émoi et la colère des Israéliens. Une vidéo prise lors du mariage de Yakir Ashbel, un jeune Israélien habitant des implantations de Cisjordanie. On y voit les invités profitant de l'ambiance festive pour vociférer leur désir de vengeance contre les Palestiniens. Hormis ces appels au règlement de compte, la vidéo montre des personnes encagoulées, munies de couteaux, simulant des jets de bouteilles incendiaires. Des fusils mitrailleurs sont aussi brandis. Un participant exhibe alors la photo du petit Ali Dawabché et lui inflige un coup de couteau. L'enfant de 18 mois est mort en août dernier, brûlé vif, dans l'incendie criminel de Douma.
La vidéo provoque l'indignation de la classe politique israélienne. La police a arrêté 7 personnes. Ils ont été interrogés pour incitation à la haine et maniement illégal d'armes à feu. 3 d'entre eux ont été libérés quelques jours plus tard et placés en résidence surveillée. Alors précisons que le marié que l'on voit sur la vidéo serait lui aussi membre d'une organisation extrémiste juive. Il était connu par les services de police pour son implication contre des biens palestiniens. Est-ce que c'est un phénomène que les Israéliens découvrent? Est-ce que c'est si difficile à admettre pour la société israélienne d'avoir en son sein ce genre de fanatiques? Oui, je crois que ça heurte tellement, je dirais, la bonne conscience israélienne, la représentation positive que l'on se fait du pays, de l'armée, de la jeunesse en particulier, qu'il est effectivement insupportable. Et regardez, la manière dont on les appelle, les jeunes des collines. Qu'est-ce que c'est que cet euphémisme-là pour désigner des gens qu'on n'aimerait pas avoir au petit déjeuner? Vous voyez, ça montre à quel point il y a un phénomène de dénégation. On ne sait même pas, on n'a même pas encore inventé un mot pour les désigner comme ils le méritent. Et on n'est pas obligé d'ailleurs de tomber dans l'excès, le djihadisme juif ou le Daesh juif. Mais même quelque chose entre ces deux extrêmes, on n'a pas été encore capable de le faire. Et je crois que ça témoigne de la difficulté, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient que le phénomène existe. Yigal Amir n'est pas un jeune des collines, mais enfin, ça fait quand même déjà 20 ans qu'on sait que quand on est armé, si j'ose dire, d'une idéologie dogmatique et fanatique, on peut arriver à la violence contre un Premier ministre et contre, bien sûr, à plus forte raison, je dirais, contre des Palestiniens, contre des Arabes israéliens, contre l'extrême gauche ou la gauche. Voilà, toutes les cibles existent. Et je crois qu'il y a effectivement une résistance, une réticence à accepter le phénomène. Et la preuve en est, je dirais que le film, de ce point de vue-là, c'est ce qui nous permet de prendre de la distance, de dire on n'est vraiment pas comme eux, ça ne vient pas de chez nous, c'est d'ailleurs, on ne comprend pas, on ne sait pas l'expliquer, mais je dirais que même là, le film ne permet pas d'intégrer le phénomène, mais au contraire de placer une distance par rapport à quelque chose qui nous apparaît complètement fou. Est-ce que c'est un phénomène qui est marginal? Est-ce que vous percevez, vous, au sein de la société, des signes, des discours qui tendent à une certaine radicalisation? Alors, c'est marginal, oui, au sens où ce n'est pas le mainstream du judaïsme religieux, mais je dirais que c'est ça qui est pour moi, comme observateur, pas comme citoyen, comme observateur, c'est ça qui est pour moi fascinant et exaltant. C'est que d'un côté, on sait bien que ce judaïsme religieux, nationaliste, a produit une élite dans l'armée, une élite dans la fonction publique, une élite culturelle. Et d'un autre côté, voilà que de ce même groupe de la société, territorialisé, puisque la plupart d'entre eux vivent dans les territoires, dans les implantations, eh bien, il a produit, il a sécrété, malgré lui, mais il a sécrété quelque chose qui va, je dirais, qui va très très loin. Et je dirais que vous avez là, pour moi en tout cas, les deux stratégies qui accompagnent ce mouvement-là. C'est que d'un côté, vous avez un gouvernement, une autorité, et vous allez avoir une section, la plus importante, de cette population qui dit « il faut que nos intérêts coïncident avec ceux du gouvernement », et donc c'est pour ça qu'ils sont au gouvernement, et vous allez avoir précisément ceux qui considèrent que ce gouvernement, tôt ou tard, cédera à la pression, n'a pas la même pureté idéologique, et qui, eux, vont effectivement à l'excès. Et pour moi, ce qui est, alors pour le coup, tout à fait paradoxal, c'est que vous avez en quelque sorte une sorte d'OAS, alors même que vous n'avez pas un traité de paix qui est sur le point d'être signé. C'est-à-dire, on se demande, mais pourquoi maintenant? Il y aurait un gouvernement favorable à une négociation sur le point d'aboutir, que ces phénomènes-là, on les aurait compris. Mais là, ils existent, et je dirais qu'ils sont d'une certaine manière les enfants juifs perdus de l'État d'Israël. C'est un phénomène qui était connu. Certains avaient d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme. C'est le cas de Menahem Landau lorsqu'il était responsable des services de sécurité intérieure israéliens. Mathias Inbar l'a interviewé pour nous. Je vous propose de regarder et on en parle ensuite. המותג הזה לא מפתיע. אני כבר הרבה זמן, ונדמה לי שכבר לפני 6 או 7 שנים כתבתי איזשהו מאמר. Cette appellation n'est pas surprenante. Je pense que déjà, il y a 6 ou 7 ans,
J'avais écrit un article à ce propos, et pour autant que je me rappelle, j'ai été le premier en Israël à qualifier cela de terreur pure. Je l'ai dit et je l'ai écrit. Il ne faut pas nier ou il ne faut pas s'en moquer, mais l'appeler par son vrai nom, c'est du terrorisme. J'ai été attaqué de toutes parts. De quoi parlez-vous? Que font-ils? Ils ne font que quelques graffitis, bloquent quelques routes, crèvent quelques pneus de voiture. Ici et là, ils essayent de mettre le feu. C'est loin d'être du terrorisme. Car dans l'esprit des gens, le terrorisme, c'est poser des bombes, tirer sur des gens. Non, ceci est également du terrorisme. Et nous savons comment cela commence, mais personne ne sait jusqu'à quel point cette situation va se détériorer. Et à mon grand regret, cela s'est détérioré et ça s'est terminé par un meurtre. La manière de travailler du Shabak est la même pour les Juifs et les Arabes. Même s'il est vrai qu'il y a plus de possibilités, de capacités, ou plutôt de moyens contre le terrorisme arabe que contre le terrorisme juif. Contre le terrorisme arabe, on peut agir sur la base des législations antiterroristes et de l'état d'urgence qui sont en vigueur en Cisjordanie, mais contre les Juifs, on agit en fonction de la loi israélienne et il y a des différences. Que peut-on faire? Il y a des différences dans les méthodes d'interpellation, de garde à vue pour les interrogatoires, sur la durée de la détention possible sans comparution devant un juge. Parce que le Shabak ne veut pas ou ne peut pas? Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas ou qu'ils ne peuvent pas. C'est la loi qui ne leur permet pas. Ils sont limités par la loi. La loi peut-elle être modifiée? Tout d'abord, on doit les déclarer groupes terroristes. Lorsque vous faites cela et que vous qualifiez leur organisation et leurs activités comme étant terroristes, alors les règles du jeu changent. Car vous pouvez les présenter devant une juridiction militaire qui, elle, est très sévère. Ce n'est pas comme les tribunaux civils. Vous travaillez et travaillez, vous investissez beaucoup d'efforts, vous courez à droite, à gauche, et vous mettez la main sur l'auteur du graffiti ou celui qui a tenté de dégrader un véhicule ou s'est attaqué à une mosquée, et vous le présentez devant un juge. Et dans le meilleur des cas, il écope de quelques centaines de shekels d'amende. Pourquoi? Pas pour un acte terroriste, mais pour avoir dégradé un terrain, une propriété. Et ça décourage. C'est là qu'il faut changer les règles du jeu. Le Shabak arrivera-t-il à arracher la mauvaise graine avant qu'elle ne pousse? Je pense vraiment qu'il y arrivera au bout du compte. Cela exige beaucoup de patience. À la fin, ils y arriveront, disons au moins à réduire leurs activités. Je veux seulement vous rappeler qu'au cours des 2 dernières années, le nombre d'actes du prix à payer a baissé par rapport aux années précédentes. Il y a beaucoup d'actions préventives dont vous n'entendez pas parler. Vous n'entendez parler que des actions qui, malheureusement, ont réussi et dont les auteurs ne sont pas attrapés, mais il y a beaucoup d'opérations en amont avant qu'ils ne passent à l'acte. Denis Charbit, pourquoi est-ce si difficile de classifier ce mouvement en tant qu'organisation terroriste? Est-ce qu'il y a des blocages politiques? Alors, je dirais qu'il y a un blocage psychologique et un blocage politique. Le blocage psychologique, c'est que définir ces mouvements-là comme une organisation terroriste, cela veut dire que les autorités israéliennes, les autorités de sécurité, s'autorisent de faire des choses dont, dans l'esprit de l'opinion publique, on ne peut le faire qu'à des Palestiniens. Parce que le Palestinien, c'est l'ennemi, on le sait depuis longtemps, c'est pas nouveau, tout le monde l'a appris, qu'on soit de gauche, de droite, tout le monde sait bien que c'est l'adversaire. Un juif ne peut pas être... Il peut être un rival idéologique, il ne peut pas être un adversaire, il ne peut pas être un ennemi, et surtout, on ne peut pas utiliser contre lui les mêmes méthodes qu'on a utilisées contre les Palestiniens. Et ça, donc je dirais que dans l'opinion publique, il y a déjà une certaine réserve. Sur le plan politique, et je crois que c'est là où le bât blesse, c'est là où on touche au nerf de la guerre, c'est-à-dire que
dans l'esprit du mainstream, du judaïsme, du sionisme religieux en Israël, je ne décrète absolument pas qu'il y a une complicité entre eux, pas du tout. Mais ce sont leurs enfants terribles, ce sont ceux avec lesquels ils ont quand même beaucoup de choses en commun, même si à partir d'un certain moment ils sont dans une sorte de dissidence qui fait qu'il est même difficile, à part la foi et la pratique religieuse, de dégager quelque chose en commun. Mais néanmoins, ce sont leurs alliés. Cela veut dire que quand ils vont être en prison, quand ils vont être arrêtés, quand on va faire des enquêtes, spontanément, du fait de cette alliance de fait, eh bien, ils iront plaider leur cause et en disant non, ça, notre opinion publique ne nous le pardonnera pas. Alors, on trouvera certainement des gens courageux qui diront il faut aller jusqu'au bout, justement, notre intégrité, notre crédibilité politique passe par le fait qu'on les met à l'écart, mais c'est quelques voix courageuses, mais l'ensemble a plutôt la tendance à les protéger plutôt qu'à s'en distinguer. Va-t-on réussir à mettre un terme à ce mouvement ? Je suis pessimiste. Il y a une pression idéologique très forte. Il y aura une sorte d'exaltation qui fait que c'est plus intéressant pour un jeune d'aller rejoindre ces mouvements plutôt que d'être dans une sorte de voie mi-figue, mi-raisin. Bien sûr que si les services de sécurité s'en mêlent de manière ferme, le phénomène pourra être résorbé, mais le contexte reste quand même le même. Il n'y a pas de négociation et donc cela donne quartier libre à ce type d'activité. Denis Scherbitz, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'émission Reportage sur notre site internet www.i24news.tv. Je vous invite également à laisser vos réactions et vos commentaires sur notre page Facebook et sur Twitter, #i24news Reportage. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, lundi 21h10 pour une nouvelle émission. Restez avec nous tout de suite, un nouveau point sur l'actualité.